En 2010, une jeune femme de 24 ans a été découverte sans vie dans des circonstances défiant toute logique, au fond d'un compacteur d'ordures dans un immeuble luxueux en Australie. Phoebe Unsjuk avait chuté de 12 étages, mais les preuves sur les lieux racontaient une histoire bien différente de ce que la police avait initialement conclu. Comment quelqu'un pouvait-il connaître une fin si tragique et inattendue? Des détails troublants et des incohérences soulèvent des doutes. Suicide, accident ou quelque chose de bien plus sinistre. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir les mystères entourant cette affaire intrigante qui soulève encore tant de questions et offre si peu de réponses. Naissance et enfance de Phoebe. Phoebe Unsjuk est venue au monde le 9 mai 1986 dans la dynamique cité de Melbourne, en Australie. Fille aînée de Lenny, un psychothérapeute, et Nathalie, une secrétaire, Phoebe a grandi aux côtés de ses deux frères cadets, Tom et Nikolai. Dès son plus jeune âge, Phoebe se distinguait comme une enfant extraordinairement énergique, dont la vitalité semblait inépuisable. Sa personnalité pétillante et sociable faisait d'elle le centre d'attention, nouant facilement des amitiés et maintenant des relations harmonieuses avec tous ceux qui l'entouraient. Même dans les moments de solitude, Phoebe démontrait une capacité remarquable à se divertir, grâce à son esprit extrêmement créatif et imaginatif. Sa passion pour le sport était évidente, avec un dévouement particulier pour le basketball. Son talent sur le terrain l'a amené à participer à des compétitions dans divers États australiens, représentant fièrement son équipe locale avec détermination. La jeune Phoebe était connue pour son intensité émotionnelle, s'immergeant corps et âme dans chaque expérience de la vie. Sa mère, Nathalie, observait souvent que lorsque Phoebe était heureuse, sa joie était contagieuse et débordante. En revanche, dans les moments de tristesse, sa souffrance était tout aussi profonde et palpable. Cette intensité s'étendait également à ses relations amoureuses, qui prenaient souvent des caractéristiques quasi obsessionnelles, Phoebe se donnant entièrement à chaque nouvelle passion. Adolescence. L'entrée de Phoebe dans l'adolescence a été marquée par un bouleversement émotionnel significatif, déclenché par le divorce de ses parents. Cet événement crucial a ébranlé les fondations de sa vie familiale, la poussant à chercher refuge dans des comportements risqués et potentiellement autodestructeurs. À 13 ans, Phoebe manifestait déjà une maturité physique au-delà de son âge réel. Avec sa stature imposante, dépassant 1,60 m à 15 ans, elle pouvait facilement passer pour une jeune adulte. Profitant de cet avantage, Phoebe s'est lancée dans une exploration précoce de la vie nocturne de Melbourne, fréquentant bars et boîtes de nuit à l'aide de fausses identités. Son aisance sociale et son apparence mature lui garantissaient non seulement l'entrée gratuite dans ces établissements, mais aussi l'accès à l'alcool et, occasionnellement, à des substances illicites. Cet environnement de fête constante, bien qu'excitant, exposait Phoebe à des risques considérables à une étape cruciale de son développement. Le comportement audacieux de Phoebe s'étendait également à sa vie amoureuse. Elle manifestait une préférence pour les hommes plus âgés, initiant des relations que beaucoup jugeraient inappropriées pour son âge. Cette tendance a culminé avec sa première relation sérieuse à 16 ans, avec un professeur de 30 ans, une union qui, bien que techniquement illégale, bénéficiait de l'autorisation de sa mère. Cette période tumultueuse d'expérimentation et de quête d'identité a coïncidé avec l'apparition de défis pour la santé mentale de Phoebe. C'est durant ces années formatrices qu'elle a reçu son premier diagnostic de dépression, entamant une bataille qui l'accompagnerait dans les années à venir. La combinaison d'instabilité émotionnelle, de consommation de substances et de relations complexes a jeté les bases des défis que Phoebe affronterait dans sa vie adulte. Première relation sérieuse. À mesure que Phoebe entrait dans l'âge adulte, les schémas établis durant son adolescence tumultueuse ont commencé à se cristalliser, apportant avec eux une série de défis de plus en plus complexes. Sa première relation sérieuse, débutée à 16 ans avec un enseignant de 14 ans son aîné, a établi un précédent pour ses futures relations amoureuses. Cette période a marqué le début d'une lutte plus intense contre la dépression, poussant Phoebe à chercher une aide professionnelle. Elle a commencé une thérapie régulière
et a été initiée aux médicaments pour gérer ses symptômes. Cependant, le combat contre la dépression s'est avéré être un défi à long terme, souvent entremêlé avec ses relations et ses choix de style de vie. La transition vers l'âge adulte a apporté avec elle de nouvelles responsabilités et attentes. Phoebe a rencontré des difficultés pour terminer ses études supérieures, possiblement en raison de la combinaison de sa santé mentale instable et de l'usage continu de substances. Au lieu de suivre un parcours académique traditionnel, elle a trouvé un emploi comme promotrice de boîte de nuit, une occupation qui, bien qu'alignée avec son style de vie social, faisait peu pour soulager ses problèmes sous-jacents. Son travail dans le milieu nocturne, bien qu'il lui procure un revenu et un sentiment d'indépendance, l'exposait aussi constamment à un environnement rempli d'alcool et de substances potentiellement illicites. Cette exposition constante présentait un défi significatif pour quelqu'un luttant contre la dépression et essayant d'établir un équilibre dans sa vie. Les relations de Phoebe durant cette période ont continué à suivre un schéma d'intensité et souvent de volatilité. Elle avait tendance à tomber amoureuse rapidement et profondément, souvent d'hommes plus âgés, dans des relations qui étaient fréquemment décrites comme obsessionnelles. Ces relations étaient caractérisées par des hauts et des bas émotionnels extrêmes, reflétant la propre lutte interne de Phoebe pour la stabilité et la compréhension de soi. Malgré ces défis, Phoebe maintenait un réseau de soutien à travers sa famille et ses amis. Sa connexion avec sa grand-mère maternelle, en particulier, est restée une source constante de réconfort et d'orientation, offrant un espace sûr où Phoebe pouvait être complètement honnête sur ses luttes et ses espoirs pour l'avenir. Début de la relation avec Anthony Hampel. En mai 2009, la vie de Phoebe Handjuk a pris un tournant décisif lorsque, à 23 ans, elle a rencontré Anthony Hampel, un homme de 42 ans. Cette rencontre marquerait le début d'une relation qui allait définir les 18 derniers mois de la vie de Phoebe. Anthony Hampel n'était pas un homme ordinaire. C'était un organisateur d'événements influents dans le milieu mondain de Melbourne, avec des connexions puissantes. Son père était un juge fraîchement retraité de la Cour suprême de Victoria, et sa belle-mère occupait actuellement un poste de juge à la Cour. Ces connexions conféraient à Anthony un statut social élevé et une aura d'autorité qui, sans doute, exerçait une fascination sur la jeune Phoebe. Le début de la relation a été marqué par une passion intense et fulgurante. Les réseaux sociaux et les magazines locaux affichaient fréquemment des photos du couple dans des destinations romantiques, peignant l'image d'un conte de fées moderne. La différence d'âge de 19 ans entre eux semblait insignifiante face à la chimie évidente qu'ils partageaient. Seulement 3 mois après le début de leur relation, Phoebe a pris la décision de déménager dans l'appartement d'Anthony. Le lieu choisi pour commencer cette nouvelle phase de leur vie était une résidence de luxe à Melbourne appelée Balança, un symbole du statut social et financier d'Anthony. Cependant, comme beaucoup de relations intenses, la phase de lune de miel a été brève. Rapidement, les différences entre Phoebe et Anthony ont commencé à se manifester de manière de plus en plus évidente. Le style de vie plus décontracté de Phoebe contrastait fortement avec la nature méthodique et raffinée d'Anthony. Au fil du temps, les proches de Phoebe ont commencé à remarquer des changements significatifs dans son comportement. Elle semblait constamment se surveiller, craignant de dire ou de faire quelque chose qui pourrait déplaire à Anthony. L'appartement qu'ils partageaient, bien que luxueux, ne présentait aucune trace de la personnalité de Phoebe. Tous ses effets personnels étaient stockés dans des cartons dans le garage de l'immeuble. Cette relation, qui semblait initialement prometteuse, s'est rapidement transformée en une source de tension et de conflits dans la vie de Phoebe. Les séances de thérapie sont devenues plus fréquentes et sa dépendance aux médicaments a augmenté. Ce qui avait commencé comme un conte de fées se transformait rapidement en quelque chose de beaucoup plus complexe et potentiellement dangereux. Changement de comportement. Au fur et à mesure que la relation avec Anthony Hampel s'approfondissait, une métamorphose graduelle et inquiétante a commencé à se manifester chez Phoebe Handjuk. Ceux qui la connaissaient depuis des années avaient du mal à reconnaître la jeune femme vibrante qu'elle était autrefois.
Un des changements les plus visibles concernait son apparence physique. Sous l'influence de Chrissy, la sœur d'Anthony, Phoebe a adopté un nouveau look. Ses cheveux, autrefois longs et naturels, ont été drastiquement coupés et teints en noir. Cette transformation extérieure semblait refléter un changement intérieur plus profond et perturbant. L'appartement luxueux que Phoebe partageait avec Anthony dans la résidence Balanza est devenu un symbole de la perte de son identité. Bien qu'elle soit censée payer un loyer, l'espace ne contenait aucune trace de sa personnalité ou de ses effets personnels. Tous ces objets personnels, des photos aux souvenirs, étaient confinés dans des cartons dans le garage de l'immeuble. Les visites de la famille et des amis à l'appartement sont devenues rares et inconfortables. Phoebe n'invitait plus ses proches, et lors des rares occasions où sa mère ou son frère parvenaient à y accéder, ils étaient choqués par l'absence totale de toute touche personnelle de Phoebe dans l'environnement. Professionnellement, Phoebe semblait perdre pied. Sa lutte contre la dépression s'est intensifiée, conduisant à une augmentation des séances de thérapie et de la consommation de médicaments. Le travail de promotrice de boîte de nuit, qui lui procurait auparavant un sentiment d'indépendance, semblait maintenant exacerber ses problèmes. Ses journaux intimes de cette période révèlent une angoisse profonde et une crise d'identité. Dans une entrée particulièrement émouvante, Phoebe a écrit « Je ne sais pas ce qu'il a vu en moi. Je ne peux pas avoir d'opinion. Tout ce que je dis est faux. J'arrête de parler. Je ne peux pas non plus écouter, car tout ce que j'entends n'est pas pour moi. Maintenant, tout est silence. » La relation avec Anthony est devenue de plus en plus tumultueuse. Des disputes fréquentes ont remplacé les moments d'harmonie initiale. Phoebe oscillait entre des périodes d'intense dévotion et des moments de profonde désillusion. Le couple a rompu et repris leur relation 4 fois en seulement 1 an et demi. Pendant ce temps, la consommation d'alcool et de drogue de Phoebe, qui était déjà problématique auparavant, semblait s'intensifier. Anthony rapportera plus tard des incidents de comportement erratique et même agressif de la part de Phoebe lorsqu'elle était sous l'influence de substances. À mesure que son estime de soi diminuait, Phoebe semblait devenir de plus en plus dépendante émotionnellement d'Anthony, malgré les problèmes évidents dans leur relation. Elle luttait pour concilier son amour pour lui avec le sentiment croissant qu'elle se perdait dans le processus. Cette transformation douloureuse et graduelle de Phoebe, d'une jeune femme confiante et pleine de vie à quelqu'un luttant pour maintenir son identité et son équilibre mental, a posé le décor pour les événements tragiques à venir. Les derniers jours de Phoebe, fin novembre 2010, Phoebe Ondjuk a entrepris un voyage qui s'avérerait fatidique. Elle a quitté Melbourne pour rendre visite à sa grand-mère, une figure qui avait toujours représenté un havre de paix dans sa vie tumultueuse. Loin de l'influence d'Anthony et de l'environnement étouffant de leur appartement partagé, Phoebe a enfin trouvé la clarté qu'elle cherchait depuis si longtemps. Durant cette visite, dans un rare moment de lucidité, Phoebe s'est confiée à sa grand-mère. Elle s'est épanchée sur les problèmes dans sa relation avec Anthony, sa consommation continue de drogue et le sentiment oppressant qu'elle se perdait elle-même. La grand-mère, toujours source de sagesse et de compréhension, a écouté attentivement et offert des conseils qui ont profondément résonné en Phoebe. La matriarche de la famille a conseillé à Phoebe de faire ce que son cœur désirait, mettre fin à sa relation avec Anthony de manière mature et en personne. Elle a souligné l'importance de clore les choses correctement, notant que beaucoup des problèmes de Phoebe dans la vie provenaient de questions non résolues et de relations mal terminées. Inspirée et fortifiée par cette conversation, Phoebe est retournée à Melbourne le 29 novembre avec une nouvelle détermination. Elle était décidée à mettre un terme à sa relation tumultueuse avec Anthony et à entamer un nouveau chapitre de sa vie. Cependant, le destin semblait avoir d'autres projets. À l'insu de Phoebe, Anthony avait acheté une bague et prévoyait de la demander en mariage prochainement. Cette disparité entre les intentions de Phoebe et les attentes d'Anthony a créé une tension sous-jacente qui allait imprégner leurs derniers jours ensemble. Les jours suivants ont été marqués par une série d'événements confus et contradictoires. Le 30 novembre, selon Anthony,
Phoebe a passé toute la journée à dormir, apparemment en train de récupérer d'une nuit de beuverie. Ils ne se sont pas parlé ce jour-là. Le 1er décembre, Anthony est parti travailler, laissant un mot pour Phoebe. Le ton du message était empreint de frustration et de résignation. « J'ai atteint ma limite. Je t'ai aidé comme j'ai pu, et après tout cela, j'ai quand même été humilié. » Ce soir-là, Phoebe a envoyé un message énigmatique à sa famille, parlant de se transformer en l'être humain le plus incroyable et d'aller à l'hôpital. Ce message étrange et déconnecté a alarmé ses proches. Le 2 décembre s'est levé avec Phoebe encore endormie, selon Anthony. Il est parti travailler, ignorant que ce serait la dernière fois qu'il la verrait vivante. Un dîner était prévu ce soir-là entre Phoebe et son père pour célébrer l'anniversaire de ce dernier, une rencontre qui n'aurait jamais lieu. Ces dernières 72 heures de la vie de Phoebe ont été remplies de contradictions et de mystères, préparant le terrain pour l'événement tragique qui allait bientôt se dérouler. Jour du décès. Le 2 décembre 2010, un jeudi apparemment ordinaire, s'est transformé en un jour qui resterait gravé dans la mémoire de tous ceux impliqués dans la vie de Phoebe Ondjuk. Ce qui avait commencé comme l'attente d'un dîner de célébration entre un père et sa fille s'est terminé par une tragédie inexplicable. À 19h04 ce soir-là, le silence de la luxueuse résidence Balancea a été brisé par un cri d'horreur. La concierge de l'immeuble, qui était descendue au sous-sol pour chercher un balai après qu'un pot de fleurs ait été renversé dans le hall, a fait une découverte macabre qui allait changer le cours de nombreuses vies. En essayant d'ouvrir la porte de la salle de service, où se trouvaient les produits de nettoyage et la machine compactrice de déchets, la concierge a remarqué que quelque chose obstruait le passage. En forçant la porte, elle a entrevu un scénario cauchemardesque. Le corps d'une jeune femme gisait sur le sol, entouré d'une mare de sang. Paralysée par le choc, la concierge n'a pas eu le courage de vérifier s'il y avait des signes de vie. Au lieu de cela, elle a immédiatement alerté les autorités. Lorsque la police est arrivée, la scène qu'ils ont découverte était troublante et déroutante. Phoebe Ondjuk, âgée de seulement 24 ans, avait été retrouvée dans le local à ordures de l'immeuble, dans des circonstances qui défiaient la logique. Les premières preuves suggéraient qu'elle était tombée par le conduit à ordures du 12e étage, une chute d'environ 40 mètres qui avait duré entre 3 et 4 secondes. Le corps de Phoebe présentait des blessures compatibles avec une chute de grande hauteur. Son fémur était fracturé, ainsi que d'autres os de la partie inférieure du corps. Cependant, la blessure la plus grave et qui a probablement causé sa mort était une profonde entaille à la cheville, provoquée par la lame de la machine compactrice de déchets. Curieusement, malgré la gravité de ces blessures, il y avait des indices suggérant que Phoebe avait survécu à la chute initiale. Des traces de sang indiquaient qu'elle avait réussi à sortir de la benne à ordures et avait tenté de se traîner vers la porte, dans une tentative désespérée de chercher de l'aide. La position dans laquelle le corps a été trouvé soulevait encore plus de questions. Phoebe était étendue derrière la porte, son jambe baissée jusqu'en dessous des genoux. Cependant, il n'y avait aucun signe d'agression sexuelle, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à l'affaire. La découverte du corps de Phoebe dans ces circonstances bizarres a marqué le début d'une enquête complexe et controversée. Ce qui semblait initialement être un accident tragique ou un possible suicide allait bientôt se transformer en une affaire qui diviserait les opinions, soulèverait des soupçons et laisserait une famille dans une quête désespérée de réponses. L'enquête controversée initiale, l'investigation qui a suivi le décès de Phoebe Ondjuk, a été marquée par une série de décisions discutables et d'omissions critiques qui seraient plus tard l'objet d'un examen minutieux. Ce qui aurait dû être une analyse approfondie d'une affaire complexe s'est rapidement transformé en une enquête hâtive et superficielle. Lorsque le sergent Butterwolf est arrivé sur les lieux, son évaluation initiale était que la mort de Phoebe résultait d'un suicide ou d'un accident auto-infligé. Cette conclusion prématurée semble avoir considérablement influencé le déroulement subséquent de l'enquête, conduisant à une série de manquements procéduraux cruciaux.
Une des omissions les plus flagrantes a été l'absence de collecte de preuves cruciales. Les empreintes digitales sur la porte de l'appartement n'ont pas été relevées, ni les appareils électroniques tels que téléphones portables et ordinateurs, qui auraient pu fournir des informations précieuses sur l'état mental de Phoebe et ses activités dans les jours précédant sa mort. De plus, les caméras de sécurité de la résidence n'ont pas été examinées de manière adéquate. Seul un bref enregistrement montrant des résidents, dont Phoebe, quittant l'immeuble en raison d'une fausse alerte incendie, a été analysé. Les images des 24 heures précédant la mort de Phoebe, qui auraient pu être cruciales pour établir une chronologie des événements, ont été complètement ignorées. Peut-être la lacune la plus surprenante a été l'absence de collecte de résidus de déchets dans la poubelle. Considérant que Phoebe était supposément tombée par le conduit à ordures, tout résidu aurait pu fournir des indices précieux sur les circonstances de sa chute. Le test d'empreinte digitale, effectué sur le tiroir à ordures du 12e étage et sur les murs adjacents, n'a révélé aucune empreinte, un fait qui a soulevé plus de questions que de réponses. Comment un lieu d'utilisation fréquente pouvait-il ne présenter aucune empreinte digitale? Cela suggérait un nettoyage méticuleux avant le test, mais cette possibilité n'a pas été approfondie. La visite du sergent à l'appartement d'Anthony Hampel a été superficielle. Bien qu'il ait remarqué des verres brisés et un sac de nourriture à emporter, ces détails n'ont pas été examinés plus en profondeur. Il n'y a eu ni fouille minutieuse de l'appartement, ni interrogatoire détaillé d'Anthony. Le rapport d'autopsie, bien qu'étendu avec 83 pages, a soulevé davantage de questions. Il a révélé que Phoebe avait un taux d'alcool dans le sang 3 fois supérieur à la limite légale pour la conduite en Australie, ainsi que des traces de Stilnox, un médicament pour l'insomnie. La combinaison de ces substances aurait pu affecter significativement son comportement et sa perception, mais cet aspect n'a pas été exploré de manière adéquate dans l'enquête initiale. La rapidité avec laquelle la police a conclu que la mort de Phoebe est un suicide ou un accident, sans envisager d'autres possibilités, a profondément troublé sa famille. L'absence d'une enquête exhaustive a laissé de nombreuses questions sans réponse et semé les graines du doute qui continueraient à hanter l'affaire dans les années suivantes. La quête inlassable de la famille pour obtenir des réponses, insatisfait de la conclusion hâtive de la police et animé par un désir ardent de justice, la famille de Phoebe Hansjuk s'est embarquée dans un périple obstiné pour dévoiler la vérité derrière sa mort tragique. À la tête de cette croisade se trouvait le grand-père de Phoebe, un ancien détective de la police locale, dont l'expérience et la détermination allaient devenir essentielles pour contester le récit officiel. Refusant d'accepter l'explication simpliste du suicide ou de l'accident, le grand-père de Phoebe a initié sa propre enquête méticuleuse. Sa première action a été de visiter personnellement l'immeuble Balanza, où sa petite fille avait perdu la vie. Armé d'une caméra et d'instruments de mesure, il a documenté minutieusement chaque détail du lieu, des dimensions de la poubelle à la disposition du couloir. Le résultat de son investigation initiale a été surprenant. Il a découvert que l'ouverture maximale de la porte du vide-ordures n'était que de 37 par 22 cm, un espace extrêmement réduit pour qu'une personne s'y introduise, surtout quelqu'un dans l'état où Phoebe se trouvait supposément. De plus, la porte du vide-ordures était équipée d'un ressort robuste, rendant presque impossible de la maintenir ouverte sans assistance extérieure. Déterminé à prouver sa théorie, le grand-père de Phoebe a pris une mesure extraordinaire. Il a commandé la construction d'une réplique exacte du couloir et du vide-ordures du Balanza. Cette réplique, construite avec les mêmes matériaux et spécifications que l'original, allait devenir une pièce centrale dans sa quête de réponse. Pour réaliser des tests réalistes, une amie de Phoebe aux mensurations corporelles similaires a été invitée à essayer de passer par l'ouverture du vide-ordures répliqué. Les résultats ont été filmés et plus tard diffusés dans l'émission 60 minutes Australia, ramenant l'affaire à l'attention du public. Les tests sur la réplique se sont révélés cruciaux. Même en étant sobre et en pleine possession de ses facultés, l'ami de Phoebe n'a réussi à passer par l'ouverture du vide-ordures
qu'avec grande difficulté et assistance extérieure. Ce fait a jeté de sérieux doutes sur la possibilité que Phoebe, supposément intoxiquée et émotionnellement perturbée, ait pu réaliser un tel exploit seule. Au-delà des tests physiques, la famille de Phoebe a commencé à questionner d'autres aspects de l'enquête officielle. Ils ont remarqué des discordances entre le rapport du médecin légiste et les preuves physiques, comme la position des blessures sur le corps de Phoebe et l'absence d'empreintes digitales sur le vide-ordure. La famille a également soulevé des questions sur la relation de Phoebe avec Anthony Hempel et le rôle qu'il aurait pu jouer dans les événements ayant conduit à sa mort. Ils ont souligné les changements dans le comportement de Phoebe depuis le début de la relation et exprimé leur inquiétude quant au manque d'intérêt apparent de la police à investiguer plus en profondeur cette dynamique. Frustrée par l'absence de progrès à travers les canaux officiels, la famille de Phoebe s'est tournée vers les médias et le public. Ils ont créé un site web dédié à l'affaire, partageant des informations et cherchant le soutien de la communauté. Leur persévérance à maintenir l'affaire vivante dans la conscience publique s'est avérée cruciale pour éviter que la mort de Phoebe ne tombe dans l'oubli. Affaire classée, malgré les efforts acharnés de la famille de Phoebe Handsjuk, l'affaire a progressivement commencé à disparaître des projecteurs médiatiques et de la conscience publique. Le système judiciaire, apparemment satisfait de la conclusion initiale de suicide ou d'accident, s'est montré réticent à rouvrir l'enquête. La famille de Phoebe, déterminée à maintenir vivante la quête de réponse, a fait face à des obstacles considérables dans sa recherche de justice. Ils ont déposé une demande formelle de révision de l'affaire, alléguant une négligence de la part de la police dans la conduite de l'enquête initiale. Ils ont fait valoir que les protocoles standards d'investigation n'avaient pas été suivis, aboutissant à une conclusion prématurée et potentiellement erronée. Cependant, à leur grande consternation, la demande de révision a été rejetée par les autorités. Ce refus de réexaminer les circonstances de la mort de Phoebe a été un coup dévastateur pour la famille, qui voyait dans cette révision une chance de finalement découvrir la vérité. Ne voulant pas abandonner, ils ont fait un pas de plus et ont demandé qu'un professionnel indépendant analyse l'enquête du coroner, la procédure australienne équivalente à une enquête médico-légale. Le résultat de cette analyse, toutefois, a apporté peu de réconfort. En raison de la rareté des informations recueillies lors de l'enquête initiale, le professionnel a conclu que l'affaire était non concluante. Cette série de revers institutionnels a eu un effet décourageant non seulement sur la famille de Phoebe, mais aussi sur l'intérêt public et médiatique pour l'affaire. Graduellement, l'histoire de Phoebe a commencé à disparaître des gros titres, remplacée par de nouvelles tragédies et scandales. Néanmoins, alors que l'affaire semblait s'assoupir en surface, ses réverbérations continuaient à résonner silencieusement. La famille de Phoebe, bien que frustrée par le manque de progrès officiel, n'a pas abandonné sa quête de réponse. Ils ont maintenu le site web dédié à l'affaire, continuant à partager des informations et à chercher le soutien de la communauté. L'héritage de Phoebe et les circonstances mystérieuses de sa mort ont également laissé une marque indélébile sur ceux qui la connaissaient. Amis, collègues et même connaissances occasionnelles se sont retrouvés à réfléchir sur les événements qui ont conduit à cette nuit fatidique, se demandant s'il y avait des signes qu'ils auraient pu manquer ou des actions qu'ils auraient pu entreprendre. Pendant ce temps, des questions plus larges soulevées par l'affaire sur l'efficacité des procédures d'enquête policière, la fiabilité du système de justice pénale et les défis auxquels font face les jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale et d'abus de substances, ont continué à résonner dans des discussions privées et occasionnellement dans des forums publics. Ainsi, bien que l'affaire de Phoebe Handsjuk ait apparemment disparu de la vue du public, ses implications ont continué à se propager silencieusement comme des ondes sur un lac après le lancer d'une pierre. Le mystère non résolu de sa mort est resté comme un rappel troublant que parfois, la vérité peut être insaisissable, mais ne doit jamais être abandonnée. L'affaire Bailly-Schneider. En juin 2018,
près de 8 ans après la mort de Phoebe Handjuk, un événement tragique et étrangement familier a secoué Melbourne, ravivant des souvenirs douloureux et des questions sans réponse. Baye Schneider, une jeune mannequin de 25 ans, a été retrouvée sans vie dans la cuisine de sa maison, une corde autour du cou. Les similitudes entre les cas de Baye et Phoebe étaient troublantes et impossibles à ignorer. Toutes deux étaient de jeunes femmes au sommet de leur vie, luttant contre des démons intérieurs de dépression et d'abus de substances. Les deux travaillaient dans le monde volatile de la vie nocturne, Phoebe comme promotrice et Baye comme mannequin. Mais la coïncidence la plus choquante résidait dans le lien avec Anthony Ampel. Baye, tout comme Phoebe des années auparavant, était impliqué romantiquement avec Ampel. La nuit de sa mort, Baye avait mis fin à sa relation de 6 mois avec l'entrepreneur événementiel. L'enquête initiale sur la mort de Baye a suivi un chemin tristement familier. Le Dr White, le même médecin légiste qui avait travaillé sur le cas de Phoebe, a été désigné pour analyser les circonstances de la mort de Baye. Sa conclusion rapide de suicide, même face à des preuves contradictoires, faisait écho de manière inquiétante au traitement réservé au cas de Phoebe. Les parents de Baye, tout comme la famille de Phoebe avant eux, se sont retrouvés à lutter pour obtenir des réponses dans un système qui semblait pressé de clore l'affaire. Ils ne parvenaient pas à comprendre comment leur fille aurait pu se pendre dans la cuisine, où il n'y avait pas de point évident pour attacher une corde. La police, répétant les erreurs du passé, n'a pas recueilli de preuves cruciales. Le téléphone portable de Baye n'a pas été saisi pour analyse forensique, ni la corde elle-même utilisée dans sa mort. Ces omissions critiques ont soulevé de sérieux doutes sur l'intégrité de l'enquête. La résurgence de ces questions non résolues a galvanisé la communauté. Les médias, qui s'étaient depuis longtemps éloignés du cas de Phoebe, se sont soudain retrouvés à revisiter cette tragédie à la lumière de ces nouveaux événements. Les similitudes entre les cas étaient impossibles à ignorer, et les questions qui étaient restées sans réponse pendant si longtemps ont gagné une nouvelle urgence. La persévérance de la famille de Baye dans la recherche de la vérité a fait écho aux efforts inlassables de la famille de Phoebe. 1 an après la mort de Baye, ses parents ont obtenu une victoire significative. La division des homicides a accepté de réexaminer l'affaire. Ce développement n'a pas seulement offert de l'espoir à la famille de Baye, mais a également ravivé l'intérêt pour le cas de Phoebe. Les circonstances mystérieuses qui entouraient les deux morts, combinées aux liens communs avec Anthony Ampel, ont soulevé des questions troublantes sur d'éventuels schémas de comportement et des défaillances systémiques dans les enquêtes. Le cas de Baye Schneider a servi de catalyseur, ramenant à la surface des questions enterrées depuis longtemps et forçant une réévaluation non seulement de sa propre mort, mais aussi de celle de Phoebe Handjuk. La communauté de Melbourne s'est retrouvée une fois de plus confrontée à la possibilité troublante que peut-être, dans les deux cas, la vérité était beaucoup plus complexe et sinistre que les conclusions officielles ne le suggéraient. Réouverture de l'affaire. La décision de la division des homicides de réexaminer l'affaire Baye Schneider a eu un effet domino, ravivant l'intérêt pour le cas non résolu de Phoebe Handjuk. Ce revirement inattendu a apporté une vague d'espoir à ceux qui cherchaient depuis longtemps des réponses sur les circonstances mystérieuses entourant la mort de Phoebe. La résurgence de l'affaire Phoebe dans la conscience publique a été stimulée non seulement par les similitudes avec la tragédie de Baye, mais aussi par une série de révélations intrigantes qui avaient émergé au fil des années. L'une de ces révélations impliquait Chrissy, la sœur d'Anthony Ampel, qui était devenue une figure proche de Phoebe dans les mois précédant sa mort. En 2014, Chrissy a été arrêtée dans le cadre d'une vaste opération contre le trafic de drogue. Bien qu'elle ait été libérée sous caution, son lien avec le monde souterrain de la drogue a jeté un nouvel éclairage sur l'environnement dans lequel Phoebe était immergée durant ces derniers jours. Ce développement a soulevé des questions sur l'étendue de l'influence de Chrissy sur Phoebe et si cela avait pu contribuer aux événements ayant conduit à sa mort. Plus intriguant encore fut un post Facebook de Chrissy en 2016,
coïncidant avec la publication d'une résolution sur la révision de l'analyse du médecin légiste Dr. White. Dans ce post, Chrissy partageait une photo de Phoebe avec la légende. « Tu étais une fleur fragile que personne n'a jamais vue. Toi et ta famille avez fini par être négligés par une justice qui échoue à vous représenter. » La suppression rapide de cette publication, quelques heures plus tard, n'a fait qu'alimenter davantage les spéculations. La réouverture de l'affaire a mis en lumière des détails précédemment négligés ou sous-estimés. Le sang trouvé sur la souris d'ordinateur et la poignée de porte de l'appartement d'Anthony, qui n'avait jamais été correctement analysé, a soudainement pris une nouvelle importance. Le mystérieux numéro de téléphone trouvé dans la poche de Phoebe, auparavant écarté, est devenu un point d'intérêt renouvelé. Le public, désormais plus conscient des complexités de l'affaire, a commencé à remettre activement en question les récits précédemment acceptés. Les réseaux sociaux sont devenus un forum vibrant pour les discussions et les théories, avec des internautes du monde entier s'impliquant dans le mystère. Les médias, sentant l'intérêt croissant du public, ont recentré leur attention sur l'affaire. Des journalistes d'investigation comme Richard Baker et Michael Bachelard, intrigués par les incohérences et les questions sans réponse, ont plongé profondément dans l'affaire. Leur podcast La chute de Phoebe, lancé en 2016, a gagné une nouvelle pertinence et un public encore plus large. La famille de Phoebe, qui n'avait jamais abandonné sa quête de vérité, a trouvé une nouvelle vigueur dans sa recherche de justice. Le site web qu'ils avaient créé pour l'affaire a connu une augmentation significative du trafic, devenant un centre d'information pour ceux intéressés à en apprendre davantage sur la vie et la mort de Phoebe. Cette attention renouvelée sur l'affaire n'a pas seulement maintenu vivante la mémoire de Phoebe, mais a également exercé une pression significative sur les autorités pour mener une enquête plus approfondie et transparente. La communauté de Melbourne, et en effet un public mondial, observait désormais attentivement, espérant que cette fois, la vérité sur ce qui était arrivé à Phoebe Handjuk finirait par émerger. L'héritage de Phoebe et la quête de vérité. L'histoire de Phoebe Handjuk, loin d'être oubliée, a pris une nouvelle vie grâce aux efforts inlassables de sa famille, de journalistes dévoués et d'un public de plus en plus engagé. Ce qui avait commencé comme une tragédie personnelle a évolué en une affaire qui a capté l'attention nationale et internationale, soulevant des questions cruciales sur la justice, les enquêtes policières et la complexité de la condition humaine. Au cœur de ce regain d'intérêt se trouvent les journalistes d'investigation Richard Baker et Michael Bachelard. Intrigués par les nombreuses incohérences et questions sans réponse dans l'affaire, ils ont plongé profondément dans l'histoire de Phoebe. Le résultat de leur enquête méticuleuse a été le podcast acclamé La chute de Phoebe, lancé en 2016. Cette série audio n'a pas seulement retracé les événements ayant conduit à la mort de Phoebe, mais a également exploré les failles de l'enquête initiale et les luttes continues de sa famille pour obtenir des réponses. Le podcast est devenu un phénomène culturel, attirant des auditeurs du monde entier et ravivant l'intérêt public pour l'affaire. Il a servi non seulement de plateforme pour partager des informations, mais aussi de catalyseur pour des discussions plus larges sur la réforme du système de justice pénale, la santé mentale et l'abus de substances. Parallèlement aux efforts médiatiques, la famille de Phoebe a poursuivi sa quête inlassable de justice. Ils ont créé et maintenu un site web dédié à l'affaire, qui est devenu une ressource précieuse pour ceux cherchant à mieux comprendre la vie et la mort de Phoebe. Le site ne partage pas seulement les détails de l'affaire, mais sert également de mémorial émouvant pour une jeune femme dont la vie a été brutalement interrompue. L'adresse du site, partagée dans la vidéo, est devenue un point de rencontre virtuel pour des personnes du monde entier touchées par l'histoire de Phoebe. Les visiteurs peuvent explorer des chronologies détaillées, lire des témoignages d'amis et de familles et accéder à des documents liés à l'affaire. Plus qu'un simple dépôt d'informations, le site s'est transformé en un espace de réflexion et d'action, encourageant les visiteurs à s'impliquer dans la quête de justice. L'histoire de Phoebe a également inspiré des discussions plus larges sur la nécessité de réformes dans le système de justice pénale australien.
Des questions sur l'indépendance des médecins légistes, la rigueur des enquêtes policières et la transparence des procédures judiciaires ont été soulevées, conduisant à des appels pour des changements systémiques. L'affaire continue d'évoluer, avec de nouvelles informations et développements émergents périodiquement. Chaque nouvelle révélation est minutieusement examinée par la communauté en ligne qui s'est formée autour de l'affaire, maintenant vivant l'esprit d'investigation et de quête de vérité. L'héritage de Feb Handjuk va donc bien au-delà de sa mort tragique. Son histoire est devenue un point de référence pour des discussions sur la justice, la transparence et la complexité de la nature humaine. À travers le podcast, le site web et les efforts continus de sa famille et de ses soutiens, Fouib continue d'impacter des vies et d'inspirer des changements, même des années après son départ. Alors que l'affaire continue de se dérouler, une chose reste claire. La quête de réponse dans le cas de Feb Handjuk est loin d'être terminée. Son histoire sert de rappel puissant que la vérité, aussi insaisissable soit-elle, mérite d'être poursuivie et que la mémoire d'une vie perdue peut devenir une force puissante pour des changements positifs dans la société. Nous voulons connaître votre opinion. Pensez-vous qu'il s'agissait d'un accident, d'un suicide, ou y a-t-il quelque chose de plus sombre derrière cette tragédie? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos théories. Et si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à apporter des histoires aussi intrigantes que celle-ci.